fait, je n'ai pas besoin de les présenter, ils sont tellement connus. Les petits panneaux vont arriver. Nous allons maintenant un peu rentrer dans le vif du sujet s'agissant de la liberté d'information. Ça peut paraître un peu artificiel, voire arbitraire, que ce découpage que nous avons fait. Mais c'est un peu au regard de la jurisprudence la plus récente que nous sommes décidés à aborder la question du débat d'intérêt général en matière de diffamation et du droit à la personnalité, en tant qu'on a pas mal traité le droit de la personnalité ce matin, ça va te permettre d'être plus court. S'agissant des infractions au discours raciste, je traiterai personnellement, ça sera assez court, mais ça mérite d'être abordé aussi, la question du secret de l'instruction et des publications interdites, et de cette notion d'intérêt général qui vient un peu bouleverser la donne. Et enfin, nous traiterons il y a vraiment un intérêt général dans l'état d'urgence, la question de la liberté d'information au regard de ce régime de l'état d'urgence. Et nous aurons donc Christophe Bigot, Nicolas Bonal, qui est aujourd'hui conseiller de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, mais qui, vous en souvenez, pendant plusieurs années présidé la 17e, et Francis Terquem, qui est avocat au barreau de Paris et que nous voyons aussi souvent devant cette chambre. Alors je cède la parole à Christophe. Donc on va se fixer 12 minutes par personne, je pense que c'est pas mal. Comme ça on pourra avoir un temps suffisant pour le débat ensuite avec la salle. Merci. Moi, je vais commencer par parler donc du sujet d'intérêt général ou de la contribution au débat d'intérêt général dans le domaine de la diffamation et dans le domaine de la vie privée, parce qu'il y a en réalité certaines formes de traitement contradictoire de la notion d'intérêt général au sein de ces deux grands systèmes de droit. Alors, j'ai finalement rebaptisé mon intervention les désordres de la notion d'intérêt général. Donc, très rapidement, une vision de droit interne chronologique. La notion de contribution au débat d'intérêt général a commencé à être utilisée en matière de vie privée à peu près en 2007, 2006, 2007. Ça fait donc une dizaine d'années. En matière de diffamation, la borne de départ, c'est 2008, notamment avec les affaires qui concernent les disparus de Lyon. On est, c'est vrai, parti d'une page blanche, puisque en matière de vie privée, on n'avait jamais réellement utilisé la notion. Et en matière de diffamation, chacun se souvient qu'on raisonnait avant sur d'autres notions. C'était la fameuse notion de motif d'intérêt légitime, puisque dans le domaine de la bonne foi, jusqu'à l'arrivée de l'intérêt général, on avait cette fameuse construction avec les 4 éléments, qui étaient, je le rappelle, motif légitime d'information, sérieux de l'enquête, prudence et objectivité, et absence d'animosité personnelle. Il y a une étape importante en 2011, sont les affaires Clearstream. Dans les affaires Clearstream, la Cour de cassation a considéré que dès l'instant que le sujet était d'intérêt général, on pouvait s'affranchir de la condition de prudence. Donc, à l'issue des arrêts Clearstream, on pouvait avoir une vision fonctionnelle du sujet d'intérêt général qui consistait à soutenir que lorsqu'il y avait un sujet d'intérêt général, les exigences du juge en matière de bonne foi étaient amoindries, et notamment la condition de prudence pouvait être supprimée. C'était en tout cas la lecture la plus habituelle qu'on faisait. La grosse difficulté dans tout ça, et ça rebondit sur ce qui a été dit à plusieurs reprises dans la première table ronde, c'est qu'on a commencé à utiliser la notion d'intérêt général de manière fonctionnelle sans jamais la définir. Voilà. Et je crois comprendre de la première table ronde que c'est une notion qui n'est en réalité pas définissable, ou en tout cas quasiment pas définissable, même si la Cour européenne des droits de l'homme s'y est essayée dans le domaine de la vie privée. Alors, premier thème, c'est le thème du tout ou rien. En quelque sorte, si on caricature un petit peu,
En matière de diffamation, tout est d'intérêt général. En matière de vie privée, rien n'est d'intérêt général. Ah, mais c'est étonnant, alors qu'on travaille sur une notion transversale qui en principe déborde sur le tas de systèmes de droit. On a cette vision qui est totalement antagoniste du sujet d'intérêt général. Alors, pas de définition, c'est tout à fait clair. Pas définissable, je ne sais pas. En tout cas, je pense pas définissable par le juriste. Il doit absolument avoir l'appui du sociologue, du philosophe, ou que sais-je, ce que nous ne sommes pas. Mais pas définissable par le juriste, certainement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une casuistique, et cette casuistique a abouti à un résultat assez paradoxal, c'est que là où la notion devait avoir pour fonction de discriminer, de distinguer entre des situations, finalement elle est arrivée à un résultat inverse. Elle a en réalité tout simplement remplacé l'ancienne notion d'intérêt légitime ou de motif légitime de l'information. M. de Garnier a dit qu'il y avait eu un cas dans lequel l'intérêt général n'avait pas été reconnu. Moi, un cas, donc on peut dire qu'on est proche de zéro. Moi, j'en avais pas trouvé, je l'ai cherché en préparant cette intervention, j'en ai pas trouvé. Donc l'intérêt général, il englobe vraiment tous les pans de l'information, la culture, le sport, l'économie, le social, le local, le national, l'international, tout. Et puis j'aime bien à cet égard l'exemple qui résulte d'une affaire du 6 mai 2014, qui a été jugée par la Chambre criminelle, qui a pris soin d'anonymiser son arrêt, qui concerne un arrêt, la prévenue était Rachida X, maire du 7e, et donc il a été non, 7e arrondissement, et il a été considéré que le débat sur la pérennité du mur de la paix sur le Champ de Mars était un sujet d'intérêt général. On peut considérer que ce n'est pas un sujet d'intérêt général majeur, hein, peut-être, mais en tout cas c'est un sujet d'intérêt général. Donc en gros, tout est d'intérêt général, et donc le constat c'est que trop d'intérêt général tue l'intérêt général. Voilà, clairement, il n'y en a plus. Voilà. La notion d'intérêt général ne joue plus son rôle initial, puisque précisément elle devait servir à déterminer une sous-catégorie, et en réalité elle devient la règle commune. Donc on peut considérer, bon, peut-être que c'est un petit peu prématuré, mais je me lance quand même, on peut considérer que cette construction jurisprudentielle sur le sujet d'intérêt général est aujourd'hui une impasse. Une impasse, et que ce sera finalement, en réalité, une parenthèse qui s'est ouverte, et une parenthèse d'une dizaine d'années, et qui va vraisemblablement se refermer. Peut-être qu'on continuera facialement à utiliser la notion, mais en tout cas, en termes de raisonnement judiciaire, c'est l'impasse. Alors en matière de vie privée, c'est l'inverse. Pas d'intérêt général tue l'intérêt général aussi, de la même manière. Hein. Puisque dans le domaine de la vie privée, le cheminement du juge est exactement inverse. Il cherche à en avoir une interprétation restrictive, et dès que ça mord un petit peu sur une vie privée, alors je n'irai pas jusqu'à parler de l'intérêt Salas, qui a été évoqué ce matin, mais enfin il y a parfois de cela, dès que ça mord un tout petit peu sur la sphère privée, on va considérer que tout ce qui mord sur la sphère privée ne relève pas de l'intérêt général. Un cas topique à cet égard jugé par Nanterre, l'affaire Julie Gaillet, puisque chacun sait que notre président de la République a eu une relation avec une dame, mais il ne faut pas la nommer. Il ne faut pas la nommer, puisque le tribunal de Nanterre a considéré que c'était une atteinte à la vie privée de Julie Gaillet de la nommer. Bon. Donc on est véritablement là dans une démarche qui consiste, justement, par ce fameux ciblage qu'on évoquait ce matin, et qui en réalité est un piège à médias, puisqu'en réalité avec le ciblage, les médias sont systématiquement condamnés, il faut le dire. Eh bien, par ce ciblage, on en vient à rendre un jugement au terme duquel le fait d'évoquer la liaison qu'a eue François Hollande avec Julie Gaillet ne relève pas du sujet d'intérêt général. Je ne pense pas d'ailleurs que ce jugement aurait passé la rampe de la Cour européenne des droits de l'homme si un jour cette affaire
était allé jusque-là. Donc, pas d'intérêt général, on l'a vu aussi dans les affaires Bettencourt, hein, cette fois-ci sur le terrain de l'article 226-2 du Code pénal, avec les arrêts de la Cour de cassation qui se sont égrenés au fil des années, sur les fameuses écoutes du majordome, dès l'instant, en gros, que la conversation concernait en partie des faits de vie privée ou se situait dans le domicile de Madame Bettencourt, l'intérêt général était nié. Donc, en réalité, on nie, à mon sens, l'utilité de la notion d'intérêt général en matière de vie privée. Le juge, globalement, n'en veut pas. Alors, la question qui est essentielle, si on veut continuer à garder la proportionnalité, à mon sens, et là, je ne suis pas en accord avec notre intervenant de ce matin, c'est que le ciblage aboutit effectivement à une condamnation systématique de la presse, puisque le diable étant dans les détails, dans un article de presse, il y a toujours un ou deux mots dont vous pourrez considérer qu'ils ne sont pas nécessaires. C'est systématique. C'est systématique. Hein. La date d'une rencontre, l'endroit où ça a eu lieu, etc. Et à ce moment-là, avec la pratique du ciblage, automatiquement, on va pouvoir faire condamner le média sur ses propos, et uniquement ses propos. Et là où, de mon point de vue, la Cour européenne des droits de l'homme condamne ce ciblage, en tout cas dans l'arrêt de grande chambre Couder chez Philippe Aki, qui est quand même le dernier, et qui est quand même un arrêt de grande chambre, le plus récent, et me semble-t-il un arrêt qui a une certaine autorité, en ce sens qu'il s'est essayé à la définition, déjà, c'était pas mal, hein, s'essayer à la définition de l'intérêt général, et c'est un arrêt qui est très riche. Ce sont les paragraphes 105 et 106 de cette décision, qui disent ceci. La Cour admet que l'interview de Madame Coste, c'était la mère de l'enfant naturel, contenait de nombreux détails de l'intimité du prince et de ses sentiments réels ou supposés qui, dans les circonstances de l'espèce, ne se rattachent pas directement à un débat d'intérêt général. Pour autant, elle considère que l'article ne peut être regardé comme ayant uniquement pour sujet les relations entre Madame Coste et le prince, sauf à réduire grandement la portée de la notion d'intérêt général. Il ne fait aucun doute que la publication prise dans son ensemble et dans son contexte, et analysée à la lumière des précédents jurisprudentiels susmentionnés, se rapportait également à une question d'intérêt général. Voilà, donc le débat est posé. Vous avez deux visions de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Une vision qui privilégiait une approche sur le ciblage. Et moi, ma vision n'est pas celle-là. C'est plutôt une vision inverse. Je considère que dans son contrôle de proportionnalité, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Couder, a dit attention, pas trop de ciblage. Prenons l'article dans son ensemble. Hein. Et les articles. Moi, je ne parle pas de presse à scandale parce que je veux bien reprendre l'image des feux verts, orange et rouge. On est souvent sur le orange quand même. Hein. Et donc, il faut prendre en compte cette globalité. Et le cas échéant, je considère que l'intérêt général absorbe la vie privée, même s'il y a des détails. Et ça, je crois que c'est maintenant peut-être la balle dans le camp du juge interne. C'est très facile de trouver des détails dans un article, il n'y a pas de difficulté, mais il faut quand même en extraire, je pense, le sens principal. L'intérêt général est aussi dans une impasse fonctionnelle, puisque on revient au postulat de départ, intérêt général suppose, d'une certaine manière, abandon de la condition de prudence. C'était ça l'idée en 2011, il y a donc 5 ans, c'était ça l'idée de la Cour de cassation. Bon. Ce postulat n'est plus vrai. Ce postulat n'est plus vrai puisque aujourd'hui, il est parfaitement clair que tant la Cour de cassation que les juges du fond se réservent un contrôle du ton, un contrôle du mode d'expression, y compris lorsque l'article est considéré expressément comme relevant d'un sujet d'intérêt général. Il y a sur ce point deux tendances que j'ai identifiées à la Cour de cassation dans les derniers arrêts. Une tendance qui laisse place
je le dis clairement, à l'arbitraire total du juge, et une tendance qui, au contraire, revient à quelque chose de plus objectif. Donc la première tendance consiste à dire, même lorsque c'est un sujet d'intérêt général, finalement, je ne reconnais pas la bonne foi parce que les propos dépassent, là j'ouvre des guillemets, les limites admissibles de la liberté d'expression. Et je referme les guillemets. Les limites admissibles de la liberté d'expression. Je ne suis pas sûr que la Cour de Strasbourg, qui aime les motivations de 200 pages, apprécierait cette motivation-là, qui est en réalité une motivation en un mot, puisque ce qui compte là-dedans, c'est le mot admissible. C'est la seule motivation qui nous est donnée par la Cour de cassation. Alors, en termes de méthode, peut-être qu'on nous expliquera, peut-être que le conseiller Bonal nous expliquera pourquoi tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une méthode qui permet, qui ouvre la porte à l'arbitraire total du juge. Il suffit qu'il décide que ce n'est pas admissible. Sur quels critères, pourquoi, on n'en sait rien, ce n'est pas admissible. Voilà. Et on a énormément d'exemples de cette jurisprudence. 2 octobre 2012, voilà, rejet de la bonne foi, parce que les propos constituaient des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d'expression. Sujet pourtant, débat d'intérêt général entre candidats à l'élection municipale. 16 octobre 2012, arrêt sur l'AMF, toujours chambre criminelle, attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression. 28 mai 2013, mise en cause de fonctionnaires préfectoraux accusés de traquer les enfants en situation irrégulière, existence d'un sujet d'intérêt général, mes propos constituant une attaque outrancière excédant les limites de la liberté d'expression. 8 avril 2014, accusation d'empoisonnement des bébés en raison d'une substance chimique dans les laits Blédina, sujet d'intérêt général bien sûr, mais attaque personnelle excédant les limites admissibles de la liberté d'expression. 15 mars 2016, écrit syndical, les affaires entre dentistes qui occupent beaucoup la 17e chambre, écrit syndical, jugé de mauvaise foi parce que les limites admissibles de la liberté d'expression sont dépassées, etc., etc. 2 décisions en revanche, 17 mars 2015 et 15 décembre 2015, dans lesquelles, cette fois-ci, les limites ne sont pas dépassées. Extraordinaire. Ça ne dépassait pas les limites admissibles. Pourquoi? On n'en sait rien. Gestion des copropriétés et affaire Borel. Alors, voilà, quand et comment les limites peuvent être déclarées admissibles, on n'en sait rien. De mon point de vue d'observateur extérieur de la jurisprudence de la Cour de cassation, je trouve que cette jurisprudence est une impasse et fait vraiment l'impasse sur l'obligation de motivation. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tous ces arrêts qui se fondent sur les limites admissibles de la liberté d'expression, aucun de ces arrêts ne sont publiés au bulletin. Pas un seul n'est publié au bulletin. Pourquoi? Je n'en sais rien. Les mystères de la Cour de cassation pour nous autres sont toujours tenaces. Aucun de ces arrêts n'est publié au bulletin. Deuxième tendance. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus orthodoxe. Réintégration d'une exigence de prudence et de modération, y compris lorsque le juge, ou lorsque la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un sujet d'intérêt général. Première décision, 17 novembre 2015, dans la décision anonymisée, on nous dit que c'est un juge antiterroriste dont le prénom est Jean-Louis. Alors, il s'exprimait sur l'affaire de la rue Trudaine, mettant en cause action directe, sujet d'intérêt général évidemment, mauvaise foi refusée, car les intéressés ont, j'ouvre les guillemets, donc c'était l'éditeur et l'auteur, manqué à leur devoir de prudence et de mesure dans l'expression, fermez les guillemets, en passant sous silence la décision d'acquittement. Et puis, deuxième décision qui est une décision qui a suscité un certain trouble, il faut le dire, dans les milieux, au moins des avocats de médias, c'est l'affaire Servier-Libération du 15 décembre 2015. C'était un édito, c'était un édito, et qui mettait en cause les laboratoires Servier. Alors c'est vrai que l'édito n'était pas gentil. Il faut dire ce qui est. On les accusait d'être des empoisonneurs, mais il n'en reste pas moins que, là encore, on ne retient pas la bonne foi parce que
la Cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur la prudence et la mesure dans l'expression. Moralité, donc le juge du fond doit s'expliquer sur cette question. Ce qui veut dire qu'elle est présente dans le raisonnement, inévitablement, même lorsque c'est un sujet d'intérêt général. Cette méthode qui consiste à réintroduire la condition de prudence, y compris lorsque le sujet d'intérêt général, est également la méthode qui est aujourd'hui utilisée par la 17e. J'en prendrai un exemple récent, puisque bon, il faut qu'on aille vite aujourd'hui. Une affaire qui a fait un petit peu de bruit, une affaire Le Point contre Copé, du 9 septembre 2016. Le titre sur la couverture était « Sarkozy a-t-il été volé ?» Point d'interrogation, l'affaire Copé. Voilà. Pas de chance, mauvaise anticipation du point, il se trouve que Copé est le seul à ne pas être mis en examen. Et que le Sarkozy en question l'est. Bon, pas de chance, mais ça arrive. Hein. Voilà. Je vous lis l'attendu décisoire en quelque sorte sur ce point, que par ailleurs, et même dans le cadre d'un débat d'intérêt général et de propos visant un homme politique, il ne saurait être considéré, au regard de la gravité de l'imputation formulée et de l'insuffisance de base factuelle, que la publication incriminée fait preuve d'un minimum de prudence dans l'expression. Baptisant cette affaire du nom de la partie civile, employant dès la page de couverture le verbe « voler », qualifiant la société Pygmalion de machine de guerre destinée à servir Jean-François Copé. Que le point d'interrogation placé sur la page de couverture après le surtitre « Sarkozy a-t-il été volé ?» étant largement insuffisant pour caractériser la prudence minimum requise à cet égard. Donc, fin de l'histoire, de mon point de vue. Fin de l'histoire, puisqu'aujourd'hui la bonne foi, les 4 éléments de la bonne foi, même lorsqu'il y a un sujet d'intérêt général, sont toujours les mêmes, sujet d'intérêt général. L'enquête sérieuse, elle a été remplacée par la base factuelle suffisante, mais c'est pareil. La prudence, elle est revenue. L'absence d'animosité personnelle, elle est naturelle. Voilà. J'en ai quasiment terminé. Simplement pour vous dire que, de mon point de vue, cette exigence de prudence et de modération de manière abstraite, abrupte, je crois qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'expression, de l'information aujourd'hui. Je pense que ce qui est important, c'est la corrélation entre le ton et l'épreuve. Ce n'est pas, dans son ensemble, la prudence ou l'objectivité. C'est la corrélation. Voilà. On peut n'être pas prudent lorsqu'on a des éléments qui sont particulièrement accusateurs. Et je pense que faire de la prudence une condition autonome de la bonne foi, c'est revenir à une conception qui est une conception un peu standardisée de l'information. Et moi, j'appelle plutôt de mes voeux cette condition de corrélation.